Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public, enregistré en public à la Fondation Jan Michalski, que nous remercions très vivement de nous accueillir pour la 3e année consécutive pour l'enregistrement d'un de nos nouveaux esprits publics. Nous allons tenter d'éclairer certains éléments de l'actualité. Nous le ferons avec Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, avec Lucille Schmid, vice-présidente de la Fabrique de l'écologie et membre du comité de rédaction de la revue Esprit, et avec Richard Verly, du quotidien suisse Blick.fr, du quotidien en ligne suisse Blick.fr. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, qui a pour titre cette semaine « Y a-t-il encore des contre-pouvoirs ?» Il est ainsi chapeauté. Emmanuel Macron a fait adopter sa réforme des retraites après une concertation syndicale tronquée, une délibération parlementaire contrainte et le strict minimum d'explications crédibles. Quelques jours avant un 1er mai unitaire et une dernière tentative de mettre sur orbite un référendum d'initiative partagée pour contrer ce projet contesté, nous interrogeons cette curiosité française. Comment se fait-il que le pays de Montesquieu, qui défendait l'équilibre entre les facultés de statuer et d'empêcher, soit aujourd'hui l'une des démocraties où les contre-pouvoirs peinent le plus à se faire entendre? Nous mettrons mercredi en ligne la dernière de nos conversations avec l'ancien sociétaire de la Comédie Française, Hervé Pierre, un athlète complet du théâtre dont nous retraçons le parcours, l'un des plus riches de sa génération. Nous diffuserons un peu plus tard, mais je m'en expliquerai à la fin de cette émission, les échanges avec le public réuni à la Fondation Michalski. Il n'y aura pas d'enregistrement public en mai, le théâtre de l'école alsacienne étant dédié aux nombreux concerts et aux nombreuses représentations théâtrales que donnent les élèves. Le prochain enregistrement public aura lieu à l'école alsacienne le dimanche 25 juin, avec une surprise. Évidemment, je ne dévoilerai pas, et les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Enfin, nous sommes entrés dans les dernières semaines avant la déclaration des dons déductibles de l'impôt sur la fortune immobilière. Comme l'an passé, nous savons pouvoir compter sur votre contribution défiscalisée. Je voudrais maintenant que nous abordions le premier des deux sujets que nous avons retenus pour cet enregistrement. Que se passe-t-il au Soudan ? Depuis le 15 avril, les forces armées soudanaises menées par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide dirigées par le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemeti, s'affrontent à Khartoum. Les pertes civiles s'aggravent chaque jour, dépassant jeudi les 500 morts et plusieurs milliers de blessés, selon le ministère de la Santé soudanais. Le conflit déclenché par le refus de Hemeti d'accepter l'intégration à l'armée de ses troupes, véritable force autonome, ruine l'espoir de l'instauration d'un régime civil 4 ans après le soulèvement populaire qui a mis fin au règne du dictateur islamiste Omar al-Bashir. Al-Burhan, militaire de carrière formé en Égypte, fait partie de ces élites du nord et de la vallée du Nil qui ont appuyé Omar al-Bashir. Hemeti vient d'une petite tribu d'éleveurs de chameaux du Darfour, vivant de part et d'autre de la frontière avec le Tchad. Sa milice, force puissante, bien armée et très motivée, lui a permis de devenir l'homme le plus riche du pays en contrôlant notamment les mines d'or. Le général al-Burhan peut compter, lui, sur le soutien de l'Égypte, tandis que Hemeti espère avoir l'appui des Émirats et des Saoudiens, puisque ces hommes ont participé aux côtés des leurs à la guerre du Yémen, puis aux affrontements en Libye, avec les troupes du général Haftar, le chef de l'Est libyen longtemps protégé de Riyad et de Moscou. Hemeti entretient aujourd'hui des relations d'affaires avec Evgeny Prigojine, le patron du groupe de miliciens russes Wagner, qui contrôle les mines d'or au Soudan. On évalue à quelque 140 000 hommes les forces de l'armée régulière et à plus ou moins 100 000 celles des forces de Hemeti. Au Soudan, l'appareil de sécurité accapare les 4/5 du budget de l'État. 3e pays le plus vaste d'Afrique, peuplé de 45 millions d'habitants. Le Soudan est frontalier de 7 autres pays. Il influence et il subit les dynamiques de la Corne de l'Afrique, de la mer Rouge et du Sahel. Sa déstabilisation pourrait donc s'étendre à toute la région.
la revue Oil and Gas Journal estime que les réserves soudanaises de pétrole, situées à la fois au Soudan et au Soudan du Sud, indépendant comme vous savez depuis peu, estiment ces réserves à 1,5 milliard barils. Un rapport des Nations Unies craint que les pénuries de nourriture, d'eau, de médicaments et de carburant ne deviennent extrêmement graves, en particulier à Khartoum et dans les régions avoisinantes, tandis que l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète d'un risque biologique énorme après la prise par l'une des parties combattantes d'un laboratoire public de santé de Khartoum qui renferme des agents pathogènes de la rougeole, du choléra et de la poliomyélite. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, avait annoncé que les généraux rivaux dans le conflit au Soudan avaient accepté un cessez-le-feu de 3 jours qui a été prolongé dans tout le pays. Mais tout prolongé qu'il soit, ce cessez-le-feu semble bien peu effectif. Plus de 1000 ressortissants de l'Union européenne ont été évacués ces derniers jours. Sur cette question, Nicole Niezotto. Oui, le Soudan, c'est un peu une catastrophe annoncée sur le continent africain. Il y a beaucoup de crises et de guerres civiles sur ce continent, mais celle-là était relativement prévisible. Et en ce qui concerne le Soudan, la crise que l'on voit aujourd'hui, en fait, pour cette crise, l'explication la plus simple est aussi la meilleure, c'est-à-dire c'est avant tout une guerre de chefs, une guerre entre généraux qui veulent garder le pouvoir ultime. Alors bien évidemment, il y a des ingérences extérieures, j'y reviendrai dans un instant, aussi bien la Russie, la Chine que l'Égypte ont des intérêts au Soudan. Mais ce n'est pas un conflit entre grandes puissances par pays interposés. Ce n'est pas un conflit dans lequel les grandes puissances tirent les ficelles. Ce n'est pas non plus un conflit d'un groupe terroriste contre un État centralisé. C'est véritablement la guerre de 2 généraux, le général Al-Bourhan et le général Hemeti, qui se connaissent depuis des décennies, qui ont ensemble énormément de sang sur les mains. Ils étaient tous les deux présents lors de la première guerre civile au Soudan, qui a été la guerre du Darfour entre 2003 et 2007, qui a été traduit par pratiquement un génocide de la population noire non arabe, et qui a donné naissance d'ailleurs à un nouveau pays, le Sud-Soudan, qui est aujourd'hui la plus grande dictature de la planète. Donc séparer un pays à la suite d'une guerre civile, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Je ferme cette parenthèse. Mais donc c'est la guerre entre 2 généraux. L'un, vous l'avez dit, Philippe, qui dirige l'armée régulière, et l'autre qui dirige cette milice, cette force de soutien qui avait été utilisée également pour le massacre dans le Darfour. Et donc, comment cela s'est-il passé ? Eh bien, tout simplement, ces 2-là, donc, qui avaient participé à la guerre du Darfour, se sont alliés en 2019, donc il n'y a pas très longtemps, pour renverser le régime de Omar el-Béchir, qui était un dictateur également sanguinaire, recherché, contre lequel il y a un mandat de la Cour pénale internationale et qui est en prison aujourd'hui à Khartoum. On espère qu'il est en prison, mais... Il a peut-être été libéré après les conflits, mais en tout cas pour l'instant il était en prison, recherché par la Cour pénale internationale. Mais donc ils se sont entendus tous les deux en 2019 pour renverser ce régime. Ils ont mis en place tous les deux un régime mixte à la fois militaire et civil qui devait durer 18 mois pour faire ce qu'on appelait une transition de souveraineté. Et puis évidemment est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire en 2021. Les 2 encore se sont entendus pour chasser les civils, évacuer complètement les civils, et en particulier celui du Premier ministre Hamdok, qui lui aussi est en prison à Khartoum, et finalement pour se retrouver tous les 2 à la tête du Soudan, qui est un pays très riche, 2e producteur d'or d'Afrique et des réserves de pétrole extraordinaires au Sud-Soudan. Et puis donc est finalement arrivé ce qui devait arriver, 2 généraux à la tête d'un seul pays, ça n'est pas possible. Donc la guerre maintenant est déclarée entre les 2 pour savoir qui, in fine, va gagner et gouverner le Soudan. Donc c'est rare d'ailleurs, je trouve, des conflits où l'explication la plus simple est effectivement celle qui a l'air d'être la plus logique. Ce qui laisse entendre, puisque c'est une lutte pour le pouvoir, que ce sera sans doute une lutte à mort. On peut s'attendre à des exactions de part et d'autre, puisque les forces sont
à peu près similaires. Les forces en présence sont à peu près similaires, un peu plus pour l'armée du général Al-Bourhan, mais peu. Mais ce qui est intéressant donc de voir donc sur cette lutte presque fratricide, c'est quels sont les intérêts effectivement des puissances étrangères qui sont autour et qui pourraient ou pas se servir de cette crise pour faire avancer leurs pions. Alors, le premier pays dont il faut parler, c'est l'Égypte. L'Égypte est donc au nord. L'Égypte a été, avec les Britanniques, à la fin du 19e siècle jusqu'à 1920, elle a été un pays co-colonisateur du Soudan. Les Britanniques avaient associé, le Royaume-Uni avait associé l'Égypte comme pays co-colonisateur. Et donc l'Égypte se sent une responsabilité sur le Soudan. Elle soutient le général El-Bourhan, qu'elle a armé, ils font des manœuvres communes, il y a des forces aériennes égyptiennes qui sont présentes sur le territoire. Et l'intérêt du Soudan et de l'Égypte est le même, c'est d'empêcher l'Éthiopie qui est au sud, donc Égypte, Soudan, Éthiopie, c'est d'empêcher l'Éthiopie qui est au sud et qui a construit ce qu'on appelle le barrage de la Renaissance, c'est-à-dire une immense retenue d'eau du Nil, c'est d'empêcher l'Éthiopie de fermer le barrage, ce qui emmènerait à priver le Soudan et l'Égypte d'une partie de leur eau potable. Et donc, l'angoisse de l'Égypte, c'est que ceci se réalise. Donc, l'Égypte a intérêt à ce que le Soudan reste une force amie avec laquelle elle pourrait s'arranger pour empêcher les Éthiopiens d'assoiffer, si je puis dire, l'Égypte. Et donc, là, je pense que l'Égypte n'a pas intérêt du tout à ce que la déstabilisation se prolonge. Donc, et quant au général Burhan, qui lui est soutenu donc par l'Égypte, il a comme modèle le gouvernement islamiste du général Sissi. Il trouve que cette dictature, puisque ça a été un coup d'État quand même, l'Égypte qui est soi-disant notre allié démocratique, enfin c'est un coup d'État d'un militaire contre un régime légalement élu, et le général Burhan trouve que ça devrait être le modèle pour le Soudan, un régime islamiste. La Russie, je vais très vite Philippe, la Russie, elle n'a pas d'énormes intérêts. Alors je sépare la Russie et le groupe Wagner. Moi je ne sais rien pratiquement sur le groupe Wagner, donc je parlerai peu parce qu'on n'a aucune information précise. Mais la Russie, elle avait de très bonnes relations avec Omar el-Béchir, l'ancien président que les deux généraux ont évacué. Et le général Omar el-Béchir, d'ailleurs, a été un des rares président de l'Afrique à avoir reconnu l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Il a reconnu que la Crimée faisait partie de la Russie. Donc il y a une relation très privilégiée et surtout, en échange, la Russie avait obtenu, dans un accord avec Omar el-Béchir, la possibilité d'ouvrir une base navale à Port-Soudan sur la côte de la mer Rouge. Et donc la Russie, les travaux sont pas totalement terminés, mais la Russie a besoin de cette base navale. C'est sa seule base navale en Afrique. Elle a 4 autres projets, mais qui sont pas faciles à mettre en œuvre. Donc elle n'a pas non plus intérêt, je pense, à déstabiliser tout ça. Et enfin sur la Chine. Alors la Chine est très présente, mais au Sud-Soudan, dans le nouveau pays atroce, d'après quand on lit les rapports d'Amnesty International, c'est vraiment la pire dictature qui puisse exister. Mais la Chine est très présente au Sud-Soudan parce qu'elle exploite 70% des réserves de pétrole du Sud-Soudan, et donc ils lui ont conféré le soin d'exploiter ce pétrole. Il faut savoir que ce pétrole, il sort du Sud-Soudan, il passe par le Soudan pour aller à Port-Soudan, donc en mer Rouge, et en passant par le Soudan, il est taxé avec 5% par par El-Bourhan, par le général El-Bourhan. Et donc Hemeti, qui vient du Sud-Soudan, essaye de viser les pipelines qui font la fortune de son ennemi, le général El-Bourhan. Mais donc la Chine est là, au Sud-Soudan, il y a 1500 civils chinois qui sont là, et elle a besoin de ce pétrole. Elle achète 20% du pétrole soudanien. Et donc, on voit qu'il y a quand même une constellation de pays qui ont des intérêts, et je ne vais pas parler des pays du Golfe, mais les pays du Golfe, et en particulier l'Arabie Saoudite, mais aussi les autres États, les Émirats Arabes Unis, eux, ils ont utilisé le Soudan pour asseoir leur sécurité alimentaire. Et donc, ils ont acheté des milliers d'hectares du Sud-Soudan, des milliers d'hectares de terres arables qui ont un statut d'extraterritorialité, qui sont donc des morceaux d'Arabie Saoudite et du Golfe sur le Soudan, et parce qu'ils veulent y cultiver ce qui pourrait permettre d'alimenter leur propre population. Et donc, voilà, c'est pour ça que je ne pense pas, contrairement, on lit beaucoup aujourd'hui dans la presse,
que c'est un conflit extrêmement complexe où les grandes puissances tirent les ficelles. Je ne crois pas, mais je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de puissances extérieures qui ont des intérêts très précis au Soudan. Je n'ai pas parlé du Tchad, qui est vraiment le voisin le voisin le plus important. Et donc, je crois plutôt que c'est un des rares cas où les puissances extérieures, pour des raisons diverses, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, ont plutôt intérêt à calmer la situation plutôt que de soutenir l'un contre l'autre, même si on sait que les Russes soutiennent Hemeti et l'Égypte soutiennent El Burhan. Je ne crois pas que les intérêts en jeu les amèneraient à vouloir compliquer la situation. Pour compléter ce que vient de dire Nicole, il y a des soutiens indirects, c'est-à-dire que l'armée de Hemeti, qui n'est pas une armée comme on l'a compris, qui est une milice, cette armée est payée donc par son chef, et son chef lui-même le paye avec de l'argent qu'il touche de l'Arabie Saoudite pour les services qu'il a rendus, qu'il rend encore, et qu'il a abondamment rendus dans un esprit qui n'est pas exactement un esprit d'humanisme, qu'il a rendu au Yémen. Ce qui veut dire qu'il est à même de payer beaucoup mieux ses soldats que ne l'est le chef de l'armée régulière, qui est celui auquel il dispute le pouvoir. Richard Verly. Une chose que je crois on doit avoir en tête quand on regarde la situation, c'est que depuis le 24 février 2022, au fond, on était habitué à une seule guerre. La guerre en Ukraine, et toute une partie du reste du monde se tournait vers l'Occident en disant « vous nous imposez, au fond, une guerre de blancs, vous nous imposez une guerre européenne, ce n'est pas notre guerre, et vous faites subir les conséquences de cette guerre en Ukraine à la planète entière ». Or, voilà, première information, je trouve importante, voilà qu'une guerre africaine, une guerre loin de l'Europe, s'avère tout de même être un conflit stratégique. Parce que si elle ne se règle pas, et si Khartoum est transformé en cendres par l'ambition de ces deux généraux, on imagine très bien, là on a très peu d'images, parce que c'est difficile, c'est très difficile même, de travailler en ce moment à Khartoum pour des reporters étrangers, mais il est très probable qu'on soit bien au-delà des 500 morts évoqués, très très probable, et que une fois que les hostilités se seront calmées, si elles se calment, on verra toute l'horreur de ce conflit qui se déroule, encore une fois, en pleine ville. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce que ça nous rappelle quand même une chose qu'on a peut-être eu tendance à oublier depuis un an, c'est que pendant que la guerre en Ukraine fait les ravages qu'on connaît, le reste de la planète continue de tourner, mais qu'elle ne tourne plus tellement rond. Elle ne tourne plus tellement rond, pourquoi ? Parce que derrière l'ambition de ces deux généraux, outre évidemment leur désir effréné de conquête du pouvoir et leurs alliés respectifs, il y a une réalité, c'est que les sources de leur richesse se trouvent aujourd'hui encore plus convoitées qu'avant. On sait que le pétrole, compte tenu de ce qui arrive sur le marché avec l'interruption du flot de pétrole russe, eh bien, les pays pétroliers, dont le Soudan, sont encore plus convoités. Les ressources aurifères, les mines d'or du Soudan, elles aussi, le sont encore plus. Et la question de l'eau, Nicole l'a dit avec le Nil, elle est bien évidemment à relier avec la question globale agricole. Or, on sait la crise alimentaire qui menace un certain nombre de pays du Sud, et c'est vous dire que l'eau du Nil devient encore plus convoitée et encore plus prisée. Donc on a là, à mon avis, contrairement aux apparences, on n'a pas seulement l'ambition féroce de deux généraux que leurs amis respectifs ont armés, on a aussi le résultat, indirect du nouveau rapport de force ou de l'éclatement des rapports de force qui est provoqué, qui a été engendré par la guerre en Ukraine, et ça, je ne crois vraiment pas qu'il faut l'oublier. La deuxième chose, c'est qu'on a aussi la preuve que la roue de l'histoire, elle tourne quand même parfois d'une manière extrêmement bizarre. Moi, il se trouve que je suis allé à Khartoum dans le passé et au Soudan du Sud. Pendant des décennies, le Soudan était perçu comme un endroit, je dirais, de sauvagerie organisée, soit au Darfour, comme l'a dit Nicole, contre les populations noires africaines par les milices Janjaweed, auxquelles appartenait Hemeti, ou qui étaient en partie menées par Hemeti, et au Soudan du Sud, vous vous souvenez de cette figure de John Garang, peut-être, qui a longtemps été le leader chrétien du Soudan du Sud, parce que c'est une dimension qu'il ne faut pas oublier, le Soudan du Sud qui a acquis son indépendance en juillet 2011. Et donc, il y avait à l'époque, au fond,
je dirais, une doctrine géopolitique qui consistait à penser qu'une fois qu'on aurait donné son indépendance au Soudan du Sud, majoritairement chrétien, et avec ses gisements de pétrole, eh bien la situation dans la région se stabiliserait puisqu'elle était jusqu'à maintenant essentiellement animée et essentiellement rendue compliquée par la rivalité entre ces deux parties du pays. Eh bien non. Eh bien non, et on voit là qu'on a créé un pays, le Soudan du Sud, qui est devenu la dictature qu'on connaît. Ça n'a en rien stabilisé la situation, voire peut-être ça a entraîné des rivalités accrues à Khartoum avec la situation qu'on connaît aujourd'hui. Et l'autre remarque que je voudrais faire, puisque Nicole a décrit le contexte géopolitique de ce conflit, c'est le ramener à une réalité pour nous, occidentaux, et qui est celle de la justice internationale. Omar el-Bashir, le dictateur dont on ne connaît pas aujourd'hui le sort, on suppose qu'il est toujours en prison, a été, je dirais, inculpé 2 fois par la Cour pénale internationale, la première fois en 2009, la deuxième fois en 2010. On est donc là face à une personne accusée de crimes contre l'humanité qui, depuis 10 ans, est hors d'atteinte de la justice internationale. À quoi ça a mené ? À quoi ça a mené cette inculpation ? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, l'inculpation de la Cour pénale internationale a profité à la stabilité de la région ? Je crois que c'est une question difficile à poser, parce que bien évidemment, elle a des conséquences morales, elle a des conséquences sur le respect du droit, mais il faut se la poser, parce que pour les pays du Sud, pour les populations de ces pays qui vivent aujourd'hui avec une violence exacerbée, les rivalités entre ces généraux, vous entendez, quand vous parlez à des témoins sur place, si vous n'aviez pas inculpé el-Bashir, si vous ne l'aviez pas marginalisé, il serait toujours au pouvoir et au moins avec lui, la situation était calme. Je crois qu'il faut quand même se le redire, on est devant des responsabilités importantes pour nos systèmes et notamment pour cette Cour pénale internationale qui de facto peut entraîner, je dirais, des guerres civiles comme celles qu'on voit au Soudan et ne pas s'interroger, ce serait nier une partie de la réalité. Lucille Schmitt. Oui, pour aller dans le sens de ce que dit Richard, ce qu'on évoque aujourd'hui beaucoup sur l'évolution de la situation au Soudan, c'est un scénario à la libyenne et ou un scénario à la syrienne, c'est-à-dire la possibilité d'une partition, au fond d'un État qui se décompose, et puis une guerre fratricide qui va aboutir à ce que ce soit d'abord les civils, la population civile, qui subissent cette violence sans que les puissances extérieures, qu'elles soient régionales ou qu'elles soient des puissances majeures comme les États-Unis, puissent résoudre ces 2 sujets. Donc ces 2 scénarios sont explicitement évoqués. Je voulais revenir par rapport à ce qu'évoquait Nicole sur la guerre des généraux, sur la différence de profil aussi qui existe entre Hemeti et Al-Bourhan. Parce que Nicole l'a évoqué, Al-Bourhan, c'est en fait quelqu'un qui est profondément soutenu par l'Égypte, mais d'abord soutenu par le général Sissi, parce que ils ont en commun une formation, ils ont en commun un profil, ils ont en commun d'appartenir au fond à ce qu'on pourrait appeler la nomenclatura, ou qui pratique, comme on le dit souvent, la kleptomanie vis-à-vis des ressources minières qui existent dans ces pays. Et puis de l'autre côté, il y a Hemeti, quelqu'un qui a été qualifié d'éleveur de chèvres par la nomenclatura soudanaise. C'est plutôt un éleveur de chameaux qui n'a pas fait d'études, qui a aussi été, du temps où il y avait al-Bashir, qui a été aussi perçu comme son héritier potentiel, parce que l'ancien dictateur avait une très grande sympathie, je dirais pas estime, mais en tout cas, il avait envie de promouvoir celui qui venait du Darfour et qui n'avait pas fait d'études, dans une espèce de capacité à l'élever, et puis qui l'a trahi, qui a évidemment organisé son départ, organisé la violence pour le faire partir, et qui par ailleurs, Hemeti est quelqu'un qui, tout à l'heure Nicole parlait des milices Wagner, qui a aussi partie liée avec Evgeny Prigojine grâce au trafic d'or, puisqu'on sait qu'Evgeny Prigojine est propriétaire d'une mine d'or au Soudan, qui a organisé aussi avec les Émirats Arabes Unis la possibilité du trafic d'or, et donc c'est un chef milicien comme on en connaît par exemple aussi au Tchad, qui sait organiser la possibilité de louer ses hommes, de louer ses milices lorsqu'il s'agit par exemple d'aller au Yémen, qui sait organiser la possibilité du trafic d'or pour organiser sa puissance, et qui par ailleurs, parce qu'il n'appartient pas à la nomenclatura, a su aussi
par rapport à ceux qui se sentent marginaux au Soudan, à ceux qui ne sont pas du nord du Soudan, a su organiser l'idée qu'au fond, lui, il aurait peut-être été prêt à soutenir même la démocratisation du Soudan. Donc c'est un homme assez fascinant, d'une cruauté sanguinaire incroyable. En 2003, au Darfour, région dont il est originaire, il a pratiqué des massacres dans cette région. Et pourtant, un certain nombre des Soudanais ont le sentiment qu'Hemeti échappe à un modèle dans lequel ils n'ont pas leur place et un modèle où la décomposition du Soudan est sans doute programmée. Donc ça me semble être un point essentiel. La deuxième chose, c'est aussi dans ce que disait Philippe sur le fait qu'il y a 7 pays qui sont limitrophes, qui sont frontaliers avec le Soudan. Et donc, on a parlé presque d'un trop-plein de médiation proposée par rapport à cette guerre fratricide entre ces deux généraux avec des profils si différents. Mais le problème, c'est qu'aucun des médiateurs n'est aujourd'hui, au niveau régional, un médiateur crédible. Pourquoi ? Parce que l'Égypte soutient Al-Bourhan, parce que les Émirats arabes unis ont fait un trafic et soutiennent Hemeti, parce que du côté du Tchad, il y a évidemment une très grande crainte par rapport à la question des milices du Darfour, puisque c'est à cet endroit-là de la frontière que ça se situe, et que du côté de l'Éthiopie, de l'Érythrée, il n'y a personne qui puisse vraiment assurer cette médiation. Du coup, on en revient à réfléchir à la question de la Russie, mais qui me semble pas être en état de pouvoir jouer un quelconque rôle de médiation, parce que comme le rappelait Richard, au fond, aujourd'hui, ce qui compte, c'est quand même cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, mais on a aussi en tête le rôle que pourraient jouer les États-Unis, et n'oublions pas que le 25 avril, il y a eu un cessez-le-feu à Khartoum, et que c'est Anthony Blinken qui l'a organisé, et que, pour terminer, je pense que le sujet, c'est aussi que dans le cadre de ce cessez-le-feu, beaucoup de diplomates, beaucoup de résidents étrangers ont fui Khartoum, et que la question qui se pose, c'est au fond, est-ce que nous allons laisser cette société, ces civils, aujourd'hui se faire massacrer, être aux mains de ces deux généraux, alors même que ce pays joue un rôle très central par rapport à l'équilibre, comme ça a été rappelé, à la fois de la Corne de l'Afrique et du Sahel. Est-ce que nous pouvons considérer que nous nous désintéressons de ce conflit, que nous nous concentrons uniquement sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine? Nicole Nisotto. Oui, moi je voudrais reprendre cette question du que faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Et entre parenthèses, dire peut-être que pour la Russie aujourd'hui, c'est plutôt une aubaine, ça fait une diversion par rapport à la guerre en Ukraine, puisque même Blinken est obligé de s'occuper du Soudan et pas simplement de la guerre en Ukraine. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, la réponse n'est pas grand-chose. Mais en revanche, on peut se poser deux questions. Et là, je voudrais être un tout petit peu apporter quelques nuances à ce qu'a dit Richard Verly. En Occident et en Europe en particulier, mais quand on assiste à une guerre civile, la tendance, c'est évidemment de séparer les deux combattants, les ethnies, les religions, et quand on ne peut pas vraiment arriver à une réconciliation dans un même État, eh ben on crée un nouvel État. C'est ce qu'on a fait au Sud-Soudan, c'est ce qu'on a fait dans l'ex-Yougoslavie. On a créé la Bosnie-Herzégovine, qui est un espèce de mélange dans 3 cantons, de 3 religions, de 3 peuples, etc., qui ne marche pas du tout. C'est ce qu'on a fait avec le Kosovo. On a créé un pays indépendant au Kosovo, et ce qu'on a fait au Soudan du Sud. Et évidemment, ça ne marche pas. Le Soudan du Sud prouve que ça ne marche pas, mais on voit très bien au Kosovo et en Bosnie-Herzégovine qu'on a là aussi des zones de tension, enfin que la situation n'est absolument pas stabilisée. C'était en 99, donc 2009, 2019, plus de presque 25 ans après. Et pourquoi ? Parce que moi, je pense que c'est quand même la bonne solution de séparer les gens qui se détestent, qui ne veulent pas vivre ensemble, et de donner à chacun un État. Mais pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'une fois qu'on a accompli cet acte juridique de créer un État souverain qui rentre aux Nations Unies et qui nomme des ambassadeurs un peu partout, eh bien, on s'en désintéresse. Et c'est là où je crois est la responsabilité de la communauté internationale, c'est de considérer comme normal, enfin comme un pays comme un autre, ceux qui sont issus d'une guerre civile. Or, ce ne sont pas des pays comme des autres. Ce sont des pays où le traumatisme est énorme, où il faudrait avoir des stratégies non seulement de reconstruction économique, mais de réconciliation, comme on l'avait fait. On l'avait fait en Afrique du Sud à un certain moment. La deuxième question, c'est sur la Cour pénale internationale. Tu as dit, Richard, qu'elle était un peu responsable, que si on n'avait pas condamné Bachar, Omar El-Bashir, pardon, je confonds avec Assad, eh bien, on n'en serait pas là. Je ne crois pas.
Je crois qu'au contraire, il faudrait renforcer les pouvoirs de la Cour pénale internationale. Si aujourd'hui elle est impuissante, c'est parce que justement elle n'a aucun pouvoir. Elle a un pur pouvoir déclaratif. Voilà, un tel est condamné pour génocide ou pour crime contre l'humanité, et basta. Elle n'a à son service aucune force. Elle n'a pas de police. Il n'y a pas une police de la Cour pénale internationale qui pourrait effectivement arrêter la personne, la juger, la transporter à La Haye et la juger en bonne et due forme. Et pourquoi ça n'est pas possible ? Parce que les grandes puissances n'ont pas signé la Cour pénale internationale, et en premier chef les États-Unis, qui refusent la légitimité d'un tribunal qui sort de la justice américaine. Donc je crois que la CPI, il ne faut pas dire qu'elle est impuissante. Elle est impuissante parce qu'on ne veut pas lui donner les moyens de sa puissance. Richard Verly. Oui, deux remarques complémentaires. Sur la CPI, ce que je voulais exprimer, c'était pas tant un jugement personnel sur son action que le fait qu'il faut avoir les yeux ouverts et que les conséquences des inculpations de la CPI sur le terrain, eh bien souvent elles conduisent à des crises politiques et que ce sont ces crises politiques que les populations locales doivent endurer. Donc, il faut bien comprendre que la population soudanaise, en l'occurrence là, la population de Khartoum et des villes qui sont prises au piège de cette guerre civile, pour eux, pour une grande partie d'entre eux, je dirais, l'inculpation de al-Bashir, rétrospectivement, je ne suis pas sûr qu'ils y sont favorables. Et ça, on va le payer et on va continuer de le payer, à mon avis, ce qui n'enlève rien à ce que tu disais à l'instant, Nicole, à savoir le manque de moyens et le fait que les principales puissances devraient peut-être consacrer davantage d'énergie à la justice internationale. La deuxième chose, moi, qui m'interroge, mais ce sont vraiment des questions, c'est deux questions. Premièrement, je me demande si on ne va pas, on va voir comment évolue la situation au Soudan, mais si on prend comme repère la Libye, ce qui s'est passé en Libye, où on n'arrive toujours pas à faire renaître un État digne de ce nom, où le pays est finalement un pays partitionné, où deux seigneurs de la guerre, ou plusieurs seigneurs de la guerre ont des rentes comme ça, qui sont essentiellement des rentes énergétiques dans le cas de la Libye, je me demande si on ne va pas vers des États, et ce serait très grave, où cette annihilation du pouvoir central est là pour rester. Et si on ne va pas vers une partition économique d'un certain nombre d'États qui, une partie sera gérée par Wagner, une autre partie par une compagnie pétrolière chinoise, une troisième partie par une autre multinationale. Et moi, j'avoue que c'est une question, je n'ai pas encore lu beaucoup là-dessus, mais j'aimerais lire davantage parce que je pense que cette idée que des pays, dans le contexte où nous vivons aujourd'hui, puissent être tenus par un pouvoir central, ça me paraît ne plus être le cas. Et enfin, dernière chose, ça prouve que le Global South, ce Sud global dont on nous rebat les oreilles, avant d'être uni contre l'Occident, il a quand même encore beaucoup de problèmes à régler et on est loin d'un Global South qui soit suffisamment tranquille pour faire la leçon à l'Occident. La comparaison avec la Libye, oui, sauf que l'environnement n'est pas le même et qu'au fond, ça amène à poser une question complémentaire de celle par laquelle Nicole a ouvert son intervention de tout à l'heure en disant « mais quelle grande puissance a intérêt à ?» Mais la question complémentaire, c'est quels sont les voisins qui ne peuvent pas supporter, qui ne pourront pas supporter la situation si elle devient ce que Richard vient de décrire. Et je pense notamment au Tchad, pour qui c'est la situation la plus difficile. Mais l'Érythrée ne va pas non plus être de très bonne humeur. Je crains malheureusement que nous ayons à revenir sur ces sujets. Pour le moment, nous allons parler d'un pays qui nous est physiquement proche, particulièrement aujourd'hui, et généralement pacifique. Encore qu'en venant en train, je me demandais qu'est-ce qui se passerait si deux généraux suisses décidaient de se disputer la maîtrise du pays et de ses richesses. Peut-être vous nous le direz tout à l'heure dans vos interventions. En attendant que ce scénario à la Tintin se produise ou qu'il soit développé, prenons notre question. La Suisse peut-elle rester neutre ? Rappelons qu'en 1815, c'est le traité de Vienne qui a fait officiellement de la Suisse un État neutre. Mais c'est en 1899 et en 1907, lors des conventions de La Haye, que le droit et les obligations des États neutres ont été formellement codifiés. Ce droit stipule qu'un État neutre ne participe pas activement au conflit et ne met pas son territoire à la disposition d'un belligérant.
L'industrie d'armement peut vendre des armes, mais l'État doit veiller à l'équilibre. Et en 1920, un juriste, Max Huber, va théoriser cette neutralité qu'il qualifie de différentielle en indiquant qu'elle permet de participer à des sanctions économiques, mais pas à des sanctions militaires. Pour la première fois, en 1990, le Conseil fédéral a pris la décision d'appliquer les sanctions économiques de l'ONU à la suite de l'invasion du Koweït par l'Irak. La Suisse, qui n'appartient ni à l'Union européenne ni à l'OTAN, a rejoint les Nations unies seulement en 2002, et le 9 juin dernier, elle a été élue membre non permanent du Conseil de sécurité pour 2 ans, à compter du 1er janvier de cette année. Dès l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 28 février 2022, la Suisse a suivi les sanctions européennes contre Moscou, poussant les Russes à désavouer le pays qu'ils ne considéraient plus totalement comme un État neutre. Mais depuis, Berne hésite à aller plus loin, tiraillé entre les tenants d'une neutralité traditionnelle interdisant de s'impliquer davantage dans le conflit et les défenseurs du droit international prônant la solidarité avec l'Ukraine. Dans ce contexte, Ignacio Cassis, président libéral radical de la Confédération helvétique, a fait rédiger pendant l'été un rapport proposant la mise en œuvre d'une neutralité coopérative. Cette nouvelle doctrine permettrait, selon la radio-télévision suisse, de faciliter les exportations d'armes ou de renforcer la collaboration militaire avec l'OTAN, par exemple en participant à des exercices communs sans entrer en guerre en cas d'attaque contre un membre de l'Alliance Atlantique. Mais la droite populiste de l'Union démocratique du centre et les socialistes se sont opposés à une telle mesure et le Conseil fédéral, l'exécutif suisse, a refusé d'aller plus loin. C'est ainsi que les blessés ukrainiens ne seront pas soignés en Suisse, le gouvernement n'ayant pas donné suite à une demande de l'OTAN pour éviter de se mettre en porte-à-faux avec le principe de neutralité, et a confirmé le 18 juillet le département fédéral des affaires étrangères. En mars, la Confédération helvétique a pour la 3e fois interdit à l'Allemagne d'envoyer en Ukraine les munitions de fabrication suisse destinées aux blindés de défense antiaérienne allemands Gepard, cruciaux pour Kiev. Sans nommer explicitement la Suisse, la ministre allemande des Affaires étrangères a déclaré que la neutralité n'est plus une option. Être neutre, c'est prendre le parti de l'agresseur. Selon l'Institut de recherche Sotomo, les Suisses âgés de 18 à 35 ans se montrent plus critiques que leurs aînés face à l'engagement de la Confédération en faveur de l'Ukraine. 35% des Suisses de 18 à 35 ans estiment que la reprise par la Suisse des sanctions de l'Union européenne contre la Russie viole le principe de neutralité, contre 22% chez les 55 ans et plus. Avant la guerre en Ukraine, 97% des Suisses se déclaraient en faveur de la neutralité sur cette question. Notre Suisse, Richard Verly. C'est évidemment le thème du moment quand on est en Suisse et qu'on s'intéresse à la guerre en Ukraine. Mais je pense qu'il faut distinguer 3 choses pour avoir une vue un peu près juste de ce qui se passe. La neutralité, c'est un mythe. Et ça, il faut prendre cette dimension quasiment mythologique en Suisse. C'est un mythe, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a été présenté depuis qu'elle a été sanctifiée, consacrée par le Congrès de Vienne et ensuite par les déclarations que Philippe évoquait, la Convention de La Haye. Elle est vécue par la Suisse comme un bouclier. Donc la neutralité n'est pas seulement vécue comme une posture diplomatique, elle est vécue au fond d'une façon défensive, comme le bouclier qui protège la Suisse, et de facto, elle a protégé la Suisse pendant les 2 plus grands séismes géopolitiques qu'ont connu l'Europe, c'est-à-dire la Première et la Seconde Guerre mondiale. Donc cette dimension de mythe, je crois qu'elle est absolument indissociable du débat sur la neutralité. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que la réflexion sur la neutralité et la suite qui sera donnée à l'initiative notamment de Christophe Blocher, du parti de Christophe Blocher, l'UDC, l'initiative qui a été lancée en vue d'un référendum pour consacrer à nouveau la neutralité, c'est évidemment sur cette dimension mythologique qu'elle s'appuiera, et c'est là que les partisans de cette initiative, c'est-à-dire les partisans d'une neutralité plus stricte, iront puiser leurs arguments. Sous-entendu, une Suisse qui ne serait plus neutre serait une Suisse en danger, c'est notre garantie de sécurité. Ensuite, il y a la réalité. La réalité, c'est que la neutralité suisse a toujours été, au fond, une neutralité maintenue parce qu'elle convenait aux plus forts. Le Congrès de Vienne, c'est les puissances vainqueurs, les puissances victorieuses de Napoléon, qui se mettent autour d'une table, qui se répartissent la nouvelle Europe, qui la réorganisent et qui
donne à la Suisse cette neutralité, qui demande à la Suisse, parce que c'est aussi, il y a des pressions diplomatiques pour sanctifier ce corridor alpin, mais ça arrange les puissances. Et aujourd'hui, la question à se poser, c'est est-ce que la neutralité suisse arrange encore certaines puissances et lesquelles? À mon avis, bien évidemment, la Russie est fâchée compte tenu de la reprise des sanctions européennes, mais la neutralité suisse, pour aller vite, elle convient encore assez bien aux États-Unis, puisque les États-Unis ont obtenu ce qu'ils voulaient, notamment sur le terrain fiscal et financier, parce que ça les préoccupait beaucoup. Sur le terrain de la neutralité politique de la Suisse, ça ne leur pose pas tant de problèmes que ça. Et je pense que la Chine a aussi, finalement, pour l'instant, intérêt à avoir au cœur de l'Europe un État neutre qui, demain, peut-être, comme ça a été le cas sur la Corée à une époque, ou sur les Balkans, pourrait servir, qui sait, à abriter des pourparlers, disons, en terre hospitalière. Donc, deuxième chose que je voulais dire, la réalité, c'est que la neutralité, ne nous leurrons pas, elle n'est suisse que parce que nous sommes ici, mais elle convient au plus fort. Et puis, il y a la nouvelle donne. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé ? À mon avis, il y a 3 choses qui ont changé. Premièrement, c'est nos voisins. Nos voisins, à force de les énerver sur tous les terrains, nos voisins directs, nos voisins géographiques, c'est-à-dire les pays de l'Union européenne, est-ce que c'est tenable quand tous les voisins commencent par être vraiment énervés par cette neutralité, notamment sur la question de la livraison des munitions à l'Ukraine? Première question. Deuxième question, c'est la question industrielle, parce qu'on l'oublie, on s'est toujours flatté dans ce pays, vous le savez, vous avez peut-être vu tout à l'heure dans les gares, nos vaillants soldats partir fusils mitrailleurs à l'épaule pour leur période de milice. On s'est toujours flatté d'avoir une industrie de l'armement. Mais on est un pays de 8,5 millions d'habitants, la seule manière de tenir une industrie d'armement, c'est d'exporter. Sinon, on ne pourra jamais la financer. À partir du moment où on interdit à ceux à qui on exporte le matériel de le redonner à l'Ukraine, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont cesser de nous acheter, tout simplement. Donc on est en train, disons-le, de condamner notre industrie d'armement. Est-ce qu'on est prêt à cela? Est-ce qu'on est prêt à en payer le prix? C'est la question industrielle. Et enfin, la troisième chose, c'est la question diplomatique. C'est peut-être la plus simple, c'est que est-ce qu'on s'en tient aux sanctions des Nations Unies, ce que d'ailleurs l'initiative Blocher propose, ou est-ce qu'on considère aujourd'hui que les sanctions de l'Union européenne, parce que l'Union européenne, au fond, comme les Nations Unies, est une organisation qui défend l'ordre multilatéral, est-ce qu'on estime que désormais nous sommes alignés en matière de sanctions sur l'Union européenne? Si c'est le cas, c'est une révolution diplomatique qui veut dire que notre souveraineté vis-à-vis de l'Union européenne, en réalité, elle est devenue largement virtuelle. Lucille Schmitt. Oui, je dois dire que sur ce sujet, je me sens infiniment moins savante que Richard Verly, mais au moins tout autant intéressée, parce que cette question de la neutralité, quand on appartient à la France, qui est le pays le mieux doté sur le plan militaire et qui est tellement fier de son rôle en matière de promotion de l'idée d'une défense européenne, que d'une certaine manière, il y a une forme d'antagonisme, en tout cas dans les conceptions, qui saute aux yeux. Alors moi, je pense que la France, d'ailleurs comme la Suisse, vivent un changement d'époque essentiel, c'est-à-dire que la guerre est de retour sur le sol européen. Et par rapport à ce que tu disais, Richard, il y a évidemment à prendre en considération le mythe suisse, et le mythe qui relève en fait de l'identité nationale, c'est-à-dire qu'être neutre, c'est être suisse. Et puis il y a la question de la réalité, c'est même pas du pragmatisme, c'est cette question de la guerre et de la façon dont est-ce qu'on est protégé lorsqu'on est suisse, si d'une certaine manière on marque sa distance par rapport au fait que la guerre existe sur le sol européen, alors même que la Russie a déjà décrété que de toute façon la Suisse avait pris parti, puisque la Russie a fait savoir que de toute façon la Suisse ne pourrait jamais être médiatrice sur ce conflit. Donc ça, c'est un changement de contexte qui peut-être peut, pour des raisons pragmatiques, amener à se poser la question de être neutre au XXIe siècle quand il y a un conflit sur le sol européen et que, au fond, l'Union européenne est agitée par un débat qu'elle a toujours repoussé, parce que je rappelle qu'elle s'est fondée autour de l'idée d'organiser la paix entre les anciens adversaires, entre l'Allemagne et la France notamment. Donc ça veut dire que l'Union européenne se pose des questions tout à fait différentes de celles qu'elle se posait il y a encore 2 ans. Et je trouve ça, par exemple, extrêmement paradoxal, moi qui connais assez bien la question des Verts allemands, que ce soit la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, originaire des Verts allemands, dont je rappelle qu'ils ont une longue tradition pacifiste, qui critique ouvertement la Suisse.
sur le fait qu'elle refuse l'exportation de munitions. Donc on voit bien qu'on est sur un changement des rôles traditionnels et des cultures traditionnelles qui est aujourd'hui extrêmement forte en Allemagne, dans l'ensemble de l'Union européenne. Et le débat qui est si fort en Suisse est aussi l'indice de ce changement. Après, je crois qu'il faut tenir compte aussi du contexte sur le fait qu'on est très loin d'avoir une défense européenne, qu'à l'évidence, c'est l'OTAN qui continue à jouer un rôle majeur par rapport à la guerre déclenchée par la Russie, à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et que ce sont les États-Unis, Richard a tout à fait raison de le dire, ce sont les États-Unis qui, d'une certaine manière, ont les cartes en main aujourd'hui en termes politiques, en termes stratégiques, et puis aussi en termes des moyens qui sont mis à la disposition des Ukrainiens. Donc on est dans cette situation où on a un conflit sur le sol européen, mais les États-Unis me semblent être effectivement l'arbitre principal de ce qui peut se passer. Alors après ça, moi, j'ai pas à faire la morale ou à dire qu'est-ce que devrait être, à vrai dire, la neutralité suisse. Mais je dois dire une chose, c'est que sur les deux cas pratiques dont j'ai pris connaissance pour cette émission, il y avait la question de l'exportation des munitions, et puis il y avait la question de soigner les blessés ukrainiens, et que je dois dire que j'ai été relativement choquée, en tout cas davantage bouleversée par la question du refus de soigner les blessés ukrainiens que par la question de l'exportation des munitions. Quand Richard insiste sur la question de l'avenir de l'industrie de l'armement en Suisse, il me préoccupe moins que la question des blessés ukrainiens, sans doute parce que je suis un cœur sensible, et aussi parce que, pour moi, la Croix-Rouge étant née en Suisse, il me semblait que ça allait de soi. J'ai trouvé ça intéressant que le débat ait été finalement là-dessus, entre les hôpitaux, les cantons et le pouvoir fédéral. Ça a illustré également, pour le coup, une organisation politique bien différente de celle de la France. Nicole Niesotto. Moi, je crois qu'il ne faut pas toucher au mythe. C'est comme pour la France. En France, il y a un mythe fondateur, en tout cas fondateur depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est la puissance française. Il ne faut pas toucher à la puissance française. C'est comme si on demandait à la France de devenir un pays suisse, indifférent. On se souvient tous de la phrase malheureuse de Nathalie Loiseau qui avait dit une grosse Suisse molle. L'Europe ne veut pas être une grosse Suisse molle. Très malheureux, elle s'est excusée, mais bon. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas toucher au mythe, et je vais faire un plaidoyer pour que vous ne changiez pas la neutralité suisse. Alors, c'est vrai que c'est un débat aujourd'hui incontournable, parce que tout change en Europe, même l'Allemagne qui vendait pas d'armes à des pays en guerre, etc., etc. Mais c'est un débat qui est à la fois incontournable et, à mon avis, totalement inopportun. Pourquoi ? Et je vais reprendre l'ensemble des choses qui ont choqué Lucile. Premièrement, le débat sur le refus de la réexportation des munitions fabriquées en Suisse. C'est d'une hypocrisie totale de la part de l'Allemagne de reprocher ça à la Suisse. Parce que c'est exactement ce que les Allemands nous font à nous, Français, dans les coopérations d'armement qu'on fait avec eux. Chaque fois qu'on fait un armement avec eux, les Allemands nous interdisent, ou en tout cas veulent avoir le droit de veto sur l'exportation que l'on va faire de cet armement pour toutes les parties dans lesquelles ils ont coopéré. Donc reprocher à la Suisse de faire ce qu'ils font aux Français, je trouve que ce n'est pas correct. Sur l'affaire de ne pas soigner. Moi aussi, ça m'a choqué, le fait de ne pas soigner les soldats ukrainiens sous prétexte qu'après, ils repartent à la guerre et que donc, il faudrait mieux qu'ils restent ici. Mais enfin, on n'a absolument pas mis le doigt sur quelque chose qui, moi, me choque énormément de la part de la Pologne, qui est soi-disant le pays le plus en lutte pour la démocratie. Quand les Polonais accueillent les réfugiés ukrainiens, ils ne prennent pas les Noirs africains. Ils trient. Et ils laissent les Noirs africains en Ukraine et ils n'ont pris que les Blancs ukrainiens. Je trouve que c'est exactement au même niveau que ce que fait la Suisse. Et donc je trouve que, c'est très hypocrite. Deuxièmement, la neutralité suisse, elle a d'énormes avantages. Alors, Richard l'a dit pour les États-Unis, mais pas seulement pour les États-Unis, pour l'ensemble de la stabilité européenne. Le nombre de fois où la Suisse a été en médiateur important sur des conflits, elle l'a été au Cameroun en 2016, elle l'a été sur la Corée du Nord en 2017, mais on a oublié, mais on était proche d'une explosion nucléaire à ce moment-là. C'est la Suisse qui a permis le dialogue entre les parties. Sur la Syrie, c'est en Suisse, Genève 2, que se sont passées les négociations, même si elles n'ont pas abouti. Sur l'Iran, je suis désolé, mais les intérêts américains sont représentés en Iran par la Suisse. Donc on a absolument besoin de cette Suisse. Troisièmement, il vaut mieux avoir une médiation suisse qu'une médiation chinoise. Moi, je trouve que l'événement le plus important dans la guerre en Ukraine, c'est pas
la guerre, etc., c'est le fait que la Chine ait acquis aujourd'hui le statut d'une puissance européenne légitime. Elle est médiateur, et donc maintenant, il n'y aura plus aucun problème européen qui pourra être géré sans la Suisse, et je trouve que c'est un drame absolu dans notre sécurité. Quatrième argument, et le plus important. Moi, j'en ai assez, à propos de cette guerre en Ukraine, des injonctions de vertu. On n'arrête pas de dire au Sud, il faut que vous soyez d'accord avec les démocraties occidentales, il faut que vous nous souteniez. Et on dit aux Suisses, il faut que vous alliez plus loin dans votre neutralité, etc., etc. On a toujours un discours de conversion. Je trouve que le discours de la Suisse est le seul qui soit légitime en ce moment. La Suisse a un discours de respect du droit international. Elle respecte le droit international, c'est-à-dire la non-violation d'une frontière d'un pays par un autre pays, et donc pour cela, elle applique les sanctions contre ce pays qui a violé les frontières d'un autre. Ce discours de respect du droit, c'est le seul légitime, plutôt que le discours de moralisateur qu'on essaye de faire régner en maître, aussi bien vis-à-vis du Sud que vis-à-vis de la Suisse. Je pense qu'on n'a pas de leçon de morale à donner à la Suisse. Et dernier point, Philippe, si vous me permettez, l'Ukraine, la guerre en Ukraine qu'on a aujourd'hui n'est pas le début, n'est ni le modèle, ni le début d'une autre guerre. Ça n'est pas le modèle des guerres à venir. Pas du tout. La Russie n'est même pas capable de conquérir le Donbass. Comment peut-on penser qu'elle pourrait conquérir la Pologne ou la Suisse? Et donc, il n'y a aucune raison, mais vraiment aucune raison pour que les Suisses sortent de cette neutralité dont personne n'a dit d'ailleurs qu'elle était une des mieux armées du continent européen. Je vous remercie. Il y a peut-être une faille dans votre raisonnement, mais on en parlera dans la partie des échanges sans doute avec le public, et que les Russes désormais ne veulent plus reconnaître la Suisse comme étant susceptible d'être un agent neutre de discussion entre les Ukrainiens et eux-mêmes. Cela dit, tout change, et je me souviens de l'accablement d'un certain nombre de gens au moment où la Suisse a gagné la Coupe de l'Amérique, oui, un pays qui n'a même pas de façade maritime, et c'était la même année que c'était un Noir qui était devenu le meilleur golfeur du monde. Un certain nombre de gens en ont conclu que la fin du monde était proche, comme dit Philippulus le prophète dans Tintin. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je vais introduire en recommandant très vivement, cela dit, de recommandations sont toujours très vives, mais un film qui s'intitule « Le capitaine Volgodogov s'est échappé ». C'est un film russe qui est signé de Natalia Merkulova et d'Alexei Tchoupov, qui ont déjà fait 2 films ensemble. Ce film est sorti en 2021, ça veut dire qu'il a été fait entre 2019 et 2020. Il serait absolument impossible qu'il soit fait dans la Russie d'aujourd'hui. Ce film, pourquoi serait-il impossible? Bien sûr à cause de la guerre, bien sûr à cause de la manière dont toutes les expressions, tous les modes d'expression sont verrouillés, mais aussi parce que ce film pose, entre autres, la question de la mémoire du stalinisme, qui est une question décisive, si décisive d'ailleurs qu'on voit bien l'action que Poutine a pu avoir contre ceux qui essayaient d'entretenir la vérité sur cette période. Et là, on était en plein dans le pire de cette période, qui sont les années 36, 37, 38, le moment de la grande purge de 36 et le moment aussi de la famine en Ukraine. Et dans cette période, il y a à Saint-Pétersbourg un officier, le capitaine en question, qui fait partie des équipes chargées d'arrêter les suspects, dont on ne sait jamais pourquoi ils sont suspects, de fabriquer des accusations, de fabriquer des preuves et de passer ensuite à l'exécution. Et un jour, alors qu'il comprend que son sort est très probablement le même que celui des gens qu'il a torturés et assassinés, un jour, il s'échappe. Et s'échappant, il a une révélation qui est premièrement que le paradis existe, qu'il y a une vie après la mort, et que dans ce paradis, il n'entrera jamais s'il n'y a pas une de ses anciennes victimes qui lui pardonne. Et il part en quête de ce pardon. Je ne connais pas de film qui parle de cette recherche de la rédemption, et en tout cas, ce film-là en parle d'une manière qui est extrêmement forte. Alors, j'ai eu le grand plaisir de voir que il est sorti donc il n'y a pas tellement longtemps en France, et c'est un petit film. Et donc, on peut s'attendre à ce que son sort soit rapidement scellé et qu'il disparaisse des affiches. Pas du tout. Le jour où j'y suis allé, il n'y avait pas moyen, dans une salle de cinéma un peu plus normale, pas du tout en projection de presse, où je ne mets d'ailleurs pas les pieds,
il n'y avait pas moyen d'avoir une place. Et donc, je pense que cet engouement peut porter ce film qui est une magnifique expression du cinéma russe. Lucille Schmitt. Oui, alors moi, je voulais recommander un film suisse. Non, vous avez l'une et l'autre, Nicole et toi, vous avez vraiment envie de partir d'ici avec votre pain au chocolat? Non, pas du tout, mais j'ai adoré ce film. Comment je veux mon pain au chocolat aussi, bien sûr. Ah, le pain, le poids. Mais donc, c'est un film. Alors, en France, il s'appelle Désordre, et j'ai lu que en Suisse, il s'appelait, alors je ne sais pas prononcer, Unruhe, c'est-à-dire pour balancier. C'est-à-dire que c'est l'inverse. En France, on l'appelle Désordre, et en Suisse, on l'appelle Balancier. Et c'est un film que je trouve incroyable, qui en fait raconte la façon dont Pierre Kropotkin, qui est donc un jeune Russe, un anarchiste bien connu, resté un anarchiste historique, va au fond découvrir l'anarchisme en Suisse. C'est-à-dire que dans le Jura suisse, en fait, à Saint-Imier, dans une usine d'horlogerie, il va avoir une romance avec une jeune ouvrière qui s'appelle Joséphine. Et en fait, on explique très bien dans ce film très suisse, je trouve, c'est-à-dire où, par exemple, dans le village, il y a 3 temps différents autour de l'horloge de l'église, l'horloge de l'usine, l'horloge du télégraphe. On explique très bien comment, au fond, dans ce milieu des ouvrières de l'horlogerie, à la fois extrêmement précise, contrainte à davantage de productivité au fur et à mesure que le 19e siècle s'avance, comment, en fait, on est aussi fasciné par la Commune de Paris et par l'anarchisme en général. Et c'est Kropotkin qui vient faire des cartes, qui va progressivement devenir anarchiste parce qu'il est en Suisse, dans le Jura suisse. Donc il y a quelque chose qui se passe d'assez merveilleux, me semble-t-il. Et je voulais lire une petite citation de Kropotkin. Quand je quittais ces montagnes, après un séjour de quelques jours au milieu des horloges, mes opinions sur le socialisme étaient faites, j'étais anarchiste. Je trouve ça incroyable, en fait. Et donc, si vous allez voir ce film, vous allez découvrir combien la Suisse, au fond, a alimenté le mouvement anarchiste mondial. Nicole Nisotto. Merci Philippe Meyer. Moi, je voulais vous recommander la lecture du dernier ouvrage d'Eri De Luca, qui est un auteur italien qui vient de sortir chez Gallimard, un recueil de 5 nouvelles dont le titre est Grandeur Nature. Et d'abord parce que Eri De Luca est un personnage en tant que tel assez étrange. C'est à la fois un ancien communiste, gauchiste, anarchiste, proche à un moment des mouvements violents en Italie. Il a fait de la prison, il a travaillé dans les usines, il a voulu faire sa révolution ouvrière chez Fiat, alors qu'il était d'un milieu tout à fait aisé. Et puis un jour, il a découvert la Bible et il est devenu un érudit de l'Ancien Testament. Il parle hébreu, il connaît tout ça par cœur, les Écritures saintes par cœur. Et c'est en même temps un alpiniste chevronné qui a fait des escalades dans l'Himalaya, de choses absolument très difficiles. Et tout cela crée un personnage très épuré, très sec, avec une langue qui est exactement pareille, très claire, très lumineuse, très épurée. Et ce recueil de nouvelles est un recueil sur la paternité, mais la paternité au sens des relations entre le père et le fils. Il n'y a pas de fille dans ces histoires. Et c'est absolument extraordinaire. Alors moi, c'est une expérience que je n'ai pas, je ne suis pas père. Mais c'est extraordinaire, et je raconte juste une toute petite histoire à un moment, une histoire une des nouvelles s'appelle Leçon d'économie, et où son père se rend compte que son fils, qu'il a élevé dans les livres, dans la culture, etc., est donc ouvrier chez Fiat, et que le soir, quand il rentre chez lui dans son petite chambre de bonne, qu'il arrive à se payer comme ça, il écrit. Et un jour, il appelle son fils et lui dit « Tu me montres ce que tu écris ?» Il lui montre, et le père lui propose et lui dit « Écoute, moi, si tu veux, je veux bien te donner un salaire par mois, te payer, et tu écris toute la journée. Je veux pas que tu sois ouvrier chez Fiat, je veux bien te salarier de mes propres sous pour que tu écrives. » Et Eri De Luca refuse en disant que non, que c'est sa vie, et il raconte dans cette nouvelle que c'est sans doute la plus grande incompréhension qu'il y a eu entre ce père et lui, mais c'est écrit d'une façon absolument exceptionnelle, je vous recommande. Richard Verly. Ma brève sera une manière de revenir sur le débat autour de la neutralité suisse, puisqu'elle plonge au cœur de ce qu'il a permis, c'est-à-dire les guerres napoléoniennes et l'intervention des troupes de Napoléon sur la constitution de la Suisse moderne.
Je fais référence à l'acte de médiation de 1802 et à la biographie qui vient d'être publiée du maréchal Ney par Franck Favier aux éditions Perrin, parce que lorsque Napoléon décide de mettre de l'ordre dans cette Suisse qui, à l'époque, entre 1798 et 1802, est particulièrement turbulente, il a besoin de sécuriser le corridor alpin dont je parlais tout à l'heure, et il y envoie celui qui est le plus brave de ses maréchaux. À l'époque, Ney n'est pas encore maréchal. Le plus brave de ses généraux, c'est le général Ney de Nancy, et qui va prendre la tête de la troupe d'occupation napoléonienne en Suisse, et qui aboutira à l'acte de médiation de 1802, qui, comme vous le savez, puisque nous sommes dans le canton de Vaud, permettra à ce canton de s'extirper de la férule de Berne. Je crois que c'est un très beau livre qui raconte tous les tourments de ce maréchal qui, au fond, était un formidable héros de champ de bataille, comme dirait Napoléon, mais nigaud et assez buté sur beaucoup d'autres points. C'est la biographie du maréchal Ney par Franck Favier, et c'est publié aux éditions Perrin. Et pour faire référence à la neutralité, juste pour dire que nous avons oublié que tout le débat sur la neutralité suisse aujourd'hui, il a aussi largement été provoqué par le fait que la Finlande et la Suède, deux pays neutres, ont abandonné cette neutralité pour allier l'OTAN. Il est évident que l'intensité des pressions politiques n'aurait pas été telle si ce n'était pas advenu. Merci beaucoup. Merci bien sûr à Vera Michalski qui nous accueille dans sa fondation depuis 3 ans, à Nathalie Granero, la directrice de cette fondation qui assure matériellement cet accueil et qui le fait avec beaucoup de chaleur, à Aurélie Baudrier qui s'occupe de la communication, à Éric Jordan qui s'occupe de la logistique, à Laurie Galigani, notre ingénieuse du son de longue date, et à Jérôme Francioli, l'ingénieur du son de la Fondation Michalski. Nous allons nous retrouver dans un rien de temps, le temps de notre générique de fin, puis nous entamerons les échanges avec le public sur l'un ou l'autre des sujets que nous avons traités à l'instant. Merci à ce public et à tout de suite.